Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette table ronde sur l'innovation dans le spatial et plus particulièrement sur le rôle que peuvent jouer les technologies de haute précision dans ce domaine-là. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et j'ai le plaisir de modérer cette très riche table ronde aujourd'hui. I will start with logistics first. This panel will largely be in French. So if you need any translation, everything is provided. Just take a helmet and you'll have the simultaneous French-English translation. Je me réjouis d'être ici avec vous tous. On a un panel extrêmement riche de tous les domaines du spatial. C'est assez rare pour moi en tout cas. Ça va du monde académique, institutionnel, politique, mais aussi bien sûr industriel avec des très grandes entreprises, voire des moins grandes, mais qui sont très actives. Et avec tous ces intervenants, on va justement voir que la Suisse joue un rôle très important dans le domaine spatial, notamment pour sa capacité à fournir des éléments de très haute technologie et de haute précision. Et tout ça dans un marché en plein boom, en pleine expansion, dans lequel il y a certainement des opportunités pour peut-être certains ou certaines d'entre vous avec vos entités respectives. Alors, on est beaucoup sur scène. Je vais rapidement présenter les intervenants l'un après l'autre, leur donner aussi la parole avec une première question. Ensuite, on aura un échange ici et la deuxième partie de la table ronde sera consacrée à vos questions-réponses. Donc, pensez-y déjà maintenant. Bien sûr, des questions que vous pouvez aussi poser en anglais si vous le souhaitez. Encore une fois, tout est traduit dans les deux langues. Voilà, je commence peut-être par l'entreprise spatiale qu'on ne présente plus en Suisse, que tout le monde connaît, non seulement en Suisse, mais bien sûr à travers le monde. Je parle bien sûr de Beyond Gravity. Si vous avez peut-être vu les news hier et le décollage de Ariane 6, vous avez certainement vu que Ariane a mis en orbite des satellites, mais avant ça, la coiffe s'est ouverte au sommet de la fusée. Cette coiffe, c'est cette entreprise suisse qui s'appelle Beyond Gravity qui l'a fait depuis des dizaines d'années maintenant. Je discutais avec notre intervenant, il me disait qu'ils en ont fait à peu près 250 pour le groupe Ariane, pour toutes les fusées européennes, que ce soit Ariane mais aussi la petite Vega. Donc Beyond Gravity, c'est une entreprise basée à Zurich, qui est issue des transformations successives d'une très grande entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle RUAG Space, qui collabore avec l'Agence spatiale européenne, qui a à peu près 1900 personnes sur 6 pays et 12 sites de recherche et de production. Elle fabrique, outre la coiffe, aussi d'autres composants, des structures légères en composite, des systèmes électroniques embarqués, des mécanismes de séparation quand le satellite se sépare de l'étage de la fusée. C'est donc un des fleurons du spatial suisse. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le Chief Operating Officer de Beyond Gravity, Oliver Grassmann. Bonjour, merci d'être avec nous. And I'll switch to English for you maybe for the first question. The topic of today is the strengths of innovation. And I was wondering, according to you, what is Beyond Gravity's strengths that have made possible that your company is really at the forefront for so many years, and actually what also will guarantee that you will remain at the forefront for the years to come when talking about high precision, high technologies, and so on? Thank you. First, sorry for answering in English. So what got us to where we are today is 60 years of consistent drive for quality and innovation. Going step by step forward, learning from understanding what we do and then doing that a little bit better. But there is no guarantee to stay where we are. So in the space industry, you would think that space industry is like a protected market that's easy to compete. It's not the case. There are a lot of companies trying to get into space, trying to make money in space, trying to replace us. So for us, it's quite a big challenge to really stay competitive. So what sets us apart maybe from others a bit, we are a company that has very clear verticals, so we could nicely also fit into this environment here because we specialize on a tiny bit of the space value chain. So we do the fairings, as you said, but we also have components of 800 satellites in space at the moment. So when you take the antenna from the James Webb Telescope, or if you take a beautiful picture from the James Webb Telescope,
the antenna, it was broadcasted back to Earth, came from us, for instance. But we don't do the big thing, and we are far from that, but we specialize on the very small bits and pieces that we really master. And that's the key to success for us. Thank you. We'll come back to you. Une autre entreprise très connue, en tout cas dans le milieu spatial européen, c'est APCO Technologies, une société familiale qui a été créée il y a 35 ans à peu près à Aigle, dans le Chablais, qui s'est spécialisée dans des équipements mécaniques, électromécaniques, surtout pour le spatial, le domaine du spatial, avec des systèmes de support au sol. Donc si vous voyez un satellite ou un morceau de satellite en train de rouler sur le sol quelque part, il y a très forte chance que le système qui le supporte soit celui d'APCO. Cette entreprise est aussi active dans le domaine de l'énergie, puisqu'elle a construit des équipements de levage très spécialisés pour les centrales nucléaires, et puis aussi dans le naval avec la fabrication de structures métalliques très complexes. Elle emploie à peu près 400 collaborateurs très spécialisés, qualifiés, dont Nicolas Gonzalez, qui est juste à côté de moi, qui dirige justement les projets spatiaux chez APCO Technologies. Donc, quand on préparait cette conférence, vous me disiez, ouais, on se trouve entre deux mondes qui sont finalement assez proches, ceux de la haute technologie, du spatial, et puis de l'horlogerie. En quoi alors est-ce que finalement ces deux mondes sont assez proches? Merci pour l'introduction, merci pour cette question très intéressante. Effectivement, l'horlogerie et le spatial partagent des éléments en commun, notamment la recherche de la précision. Dans l'horlogerie et dans l'espacial, la précision dans l'ordre des microns peut faire la différence par rapport au fonctionnement du mécanisme. Quelques pertes en précision des microns peuvent conduire à des problèmes de fonctionnement et de fiabilité dans l'horlogerie, dans des montres, mais aussi dans l'espacial, dans des mécanismes spatials. Dans l'espacial, par contre, on a des problèmes supplémentaires. C'est l'environnement spatial. On doit faire face à un environnement très hostile dans lequel on travaille sur vide. On doit faire face à les rayonnements solaires, à les rayonnements cosmiques. On doit faire face à des écarts de température extrêmes et aussi à les forces induites par la vibration lors des lancements, qui sont aussi très importants. Alors, pour donner un exemple concret de ce lien entre l'horlogerie, la mécanique de précision, l'ingénierie mécanique et l'espacial, peut-être rapproché, je vous propose de parler d'une mission scientifique de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Solar Orbiter. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cette mission. C'est un satellite qui a comme objectif étudier la structure et les cycles du Soleil, notamment l'héliosphère, les plasmes, et caractériser certaines particularités du Soleil. Dans cette mission, il y a certains instruments à bord de ce satellite, notamment les instruments SPICE, pour lesquels APCO Technologies a développé et fabriqué un mécanisme. Les mécanismes d'ouverture de la porte pour lesquels je vous présente ici une pièce prototype qui permet de tenir cette porte, l'ouvrir et encapsuler et protéger l'intérieur de l'instrument. Alors, dans cette pièce, cette réalisation de très haute précision et technicité, je souhaite donner 13 éléments pour faire ce lien entre la mécanique de précision et le spatial. Le premier défi important, c'est les polymiroirs. On a besoin, dans certaines surfaces, notamment de la surface qui entoure l'ouverture de cet instrument, d'un niveau de précision dans l'état de surface proche de les polymiroirs, qui est très exigeant. La difficulté d'obtenir ce type de traitement de surface dans une matière comme le titane, qui est la matière utilisée pour cette mécanisme, sont assez élevées. Dans l'horlogerie, ce type d'état de surface est recherché pour la beauté, pour l'esthétique. Dans l'espacial, ce type de finition a une fonction. Dans ce cas concret, réfléchir les rayonnements de soleil pour protéger les capteurs de l'instrument.
Il y a un deuxième aspect intéressant dans cette réalisation qui est la géométrie de l'ouverture, cette arête intérieure, dans laquelle on doit reproduire une forme de couteau pour contrôler la lumière parasite. Une fois que cette porte est ouverte, il y a le flux de photons qui vont rentrer vers l'instrument pour pouvoir étudier, dans ce cas concret, les plasmas de la couronne solaire. Et si cette arête de cette ouverture n'a pas cette géométrie concrète très spécifique, on pourrait avoir des diffusions ou des diffractions des photons en impactant cette arête qui pourront perturber la performance de l'instrument. La particularité de cette géométrie, c'est que dans l'extrémité, on compte avec une épaisseur maximale de 80 microns. Et dans les plans de fabrication de cette pièce, c'est indiqué 80 microns plus ou moins 1 micron. Juste pour donner un ordre de grandeur du niveau de précision demandé pour ce type de pièce. Et pour finaliser, un troisième aspect, c'est les températures extrêmes. J'ai évoqué avant les difficultés de l'environnement spatial. Pour cette mission concrètement, cette porte de l'instrument fait directement face, il est directement exposé face au soleil. Et du coup, il va avoir une température maximale de 350 degrés. La température négative, pour cette même mécanisme, c'est de moins 100 degrés. Imaginez-vous dans un assemblage mécanique de telle précision, dans lequel on a des jeux de tolérance dans l'ordre de 20 à 50 microns, l'impact de la dilatation thermique et l'impact sur l'ajustement, l'alignement et la performance de cet instrument. C'est pour ça que dans ce cas concret, le titane a été choisi comme matériau parce qu'il offre un rapport important, intéressant entre la résistance structurelle, la masse et la stabilité dimensionnelle. Pour conclure, chez APCO Technologies, c'est notre métier, faire face à tous ces challenges de l'environnement spatial et produire quand même des mécanismes de très haute précision et de très haute fiabilité pour faire face à cet environnement spatial. Et pour finir, si vous me permettez, cette mission Solar Orbiter était censée durer depuis son lancement 2020 jusqu'à 2026. Et grâce à la robustesse de la conception et la réalisation de cette satellite et aussi ces instruments, l'ESA a décidé cette année de prolonger cette mission 4 ans de plus jusqu'à 2030 en vue de la robustesse de cette satellite. J'espère avoir répondu, avoir fait les liens entre l'horlogerie, l'ingénierie mécanique et l'espacial. Vous avez plus que répondu, merci beaucoup. Merci beaucoup. on reviendra vers vous. On a un troisième représentant de l'industrie aujourd'hui, qui est une petite start-up qui est devenue bien grande, qui s'appelle ClearSpace, qui a été fondée en 2018 sur la base de travaux à l'EPFL, des travaux assez intéressants puisqu'il s'agit d'un système de dépannage dans l'espace. Donc l'idée, c'est d'aller rechercher un morceau de fusée inutilisé et de le désorbiter ensuite pour, quelque sorte, faire le ménage, si je peux dire, le ménage dans l'espace, de manière totalement contrôlée, évidemment. Puisque vous savez tous que le problème des déchets spatiaux, là-haut, devient de plus en plus préoccupant. ClearSpace ne fait pas que ça, elle développe aussi des systèmes de prolongation de vie des satellites, mais aussi de dépannage et d'inspection des satellites en orbite. Donc on peut quasiment parler d'économie complètement circulaire ici dans l'espace. Elle a des contrats avec l'Agence spatiale européenne, mais aussi depuis peu avec l'Agence spatiale britannique directement. Alors ClearSpace est une start-up qui a passé par des bons et des moins bons moments comme toutes les start-up, mais qui est actuellement dans un bon momentum, si je peux dire, puisque après le Royaume-Uni et le Luxembourg, elle s'apprête à ouvrir une antenne, corrigez-moi, mais je crois que c'est le cas, en France. On a avec nous aujourd'hui le Managing Director de ClearSpace, Jacques Viertel, ici. Et bonjour. En préparant cette table ronde, vous me disiez, effectivement, quand on parle de haute précision, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors très concrètement, comment ça se traduit dans vos activités au quotidien de start-up? Mais comme mon collègue précédemment l'a bien mentionné, en fait, on a le souci d'aller dans les détails, comme beaucoup de personnes ici dans ce salon. Il faut vraiment aller dans le détail de toutes les choses, de tous les sous-systèmes, de absolument tous les éléments qui composent une mission, que ce soit le flight segment, le ground segment, les opérations. Il faut vraiment, chaque minute doit être analysée. Qu'est-ce qu'on va faire à quel moment?
quelle télécommande on doit envoyer, quels sont les impacts, quelles sont les erreurs que nous pourrions faire. Donc c'est ce souci-là du détail qu'on partage avec tous les gens de ce salon. C'est vraiment d'analyser point par point. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que les missions sont extrêmement longues, généralement entre le moment où on lance un contrat et le moment où on vole. Et surtout parce qu'une fois que c'est lancé, en fait, notre marge de manœuvre pour réparer une erreur est très faible. Donc une fois que c'est lancé, c'est lancé. Il faut vraiment que tout soit absolument nickel dès le départ. Merci. Donc, je disais, vos recherches, ou ClearSpace est né quasiment de travaux de l'EPFL. Il y a un autre projet à l'époque qui est né à l'EPFL qui a conduit au lancement du premier satellite suisse, entièrement suisse, qui s'appelle SwissCube, dans les années 2000. Emmanuel, vous me corrigerez, 2007, je crois. 2009, merci. Donc, SwissCube, c'est un satellite étudiant. C'est gros comme une boîte à chaussures qui a été lancée, qui existe toujours, je crois, dans l'espace, vous me direz, hein. Et depuis là, c'est développé une grosse expertise dans le domaine du spatial avec la création de l'EPFL Space Center, dont Emmanuel David est la directrice ici, dont l'objectif est de relier l'enseignement, la recherche et l'innovation avec essentiellement deux entités. D'un côté, ce qu'on appelle Space Innovation, qui relie justement l'EPFL et l'industrie, le monde industriel, en mettant à disposition des infrastructures, par exemple, spécialisées à l'EPFL, et de l'autre, eSpace, qui est une sorte de centre qui soutient la recherche spatiale à l'EPFL avec beaucoup de projets étudiants. Il y a la Rocket Team, notamment, avec un des exemples que vous avez peut-être vu ou entendu parler, c'est PaveSpace, une petite start-up qui veut faire rien de moins que développer un moteur de fusée en Suisse, pas loin d'ici, à l'autre bout du lac, à l'usine de Chavalon, si vous voyez l'entrée du Valais avec cette usine à gaz désaffectée. Ben c'est là que depuis cet été, cette start-up maintenant veut tester un nouveau moteur de fusée là-bas. Donc on voit un environnement très très actif à l'EPFL avec tous ces étudiants qui donnent naissance à des startups. Il y en a d'autres. Et je me demandais comment c'est ce savoir qui est souvent théorique, on parle de savoir étudiant ou d'expérience, auquel les Rocket Team, c'est des petites fusées expérimentales qui sont développées, mais comment ça se traduit, chez vous, en termes industriels, et comment ça peut aider les acteurs qu'on a par exemple ici autour de la table. Emmanuel. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, vous parlez de technologie théorique. Je trouve que, au contraire, à l'EPFL, les technologies qui sont développées sont très appliquées. Et je pense que si on regarde les deux communautés principales, d'abord les étudiants. Donc on a 3 grosses équipes. Donc on a une Rocket Team qui développe des fusées sondes pour aller à 3, 8, puis 30 km et éventuellement 100 km. Ils ont développé leur propre infrastructure de test aussi dans une carrière à Savigny. Et on a aussi une Spacecraft Team dont l'objectif est d'envoyer un satellite, des petits satellites dans l'espace. Ils ont une mission l'année prochaine avec un CubeSat. Donc un CubeSat, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et leur satellite, donc ça sera 3 unités, donc ça sera 10 sur 10 fois 30 cm, avec une payload d'une entreprise neuchâteloise, Novovis, avec une caméra quantum, d'imagerie quantum, une SPAD plus précisément. Et puis enfin, on a la Rover Team, qui eux développent donc un rover pour après des applications martiennes et qui participent à des compétitions chaque année. Et ils ont gagné la compétition l'année dernière en Pologne, donc c'est une compétition européenne. Donc ces équipes, elles travaillent très étroitement avec les industriels, leurs sponsors. Donc c'est là où en fait on voit vraiment le lien entre les laboratoires parce qu'ils sont supervisés aussi par les professeurs. Ils ont accès aussi à des infrastructures, donc ici de partenaires. Donc, par exemple, je remercie APCO Technologies qui soutient très fortement ces équipes. Et puis, par exemple aussi la Rocket Team quand il faut effectivement faire les structures des fusées. Aussi la Spacecraft Team pour avoir accès à des infrastructures de test. Donc ça, c'est, on va dire, une collaboration qui est très forte et en fait qui permet aussi aux étudiants de comprendre en fait ce marché et puis après de lancer leurs entreprises. Donc Pave est un exemple, DeFi Space est une jeune entreprise aussi dont les cofondateurs de cette entreprise étaient les présidents de la Spacecraft Team et puis ils ont pu en fait comprendre ce marché, comprendre les acteurs et puis voir où étaient des opportunités.
Donc je dirais qu'à ce côté-là, on est très proche du tissu industriel. Au niveau de la recherche aussi, donc notamment on anime un réseau de 45 industriels RTO et partenaires académiques. Donc effectivement, Spacetalk, APCO, Beyond Gravity et ClearSpace sont membres. Et puis donc on est vraiment là aussi pour pousser les partenariats publics-privés. Donc notamment quand il y a des calls, on aide nos partenaires à trouver le laboratoire, la bonne technologie. Et puis on voit aussi de plus en plus dans les fonds, donc les programmes de financement public, notamment du Swiss Space Office ou de l'Agence spatiale européenne, qui veulent vraiment avoir cet intérêt du tissu industriel. Donc ça va être notamment des projets où ça va être beaucoup de partenariats publics-privés. Donc le SSO, le CERIF nous propose ça avec le Marvis par exemple. Donc on collabore avec les entreprises. L'Agence spatiale européenne aussi, ça c'est très fort. Et donc dans ces cas-là, en fait, on est obligé en fait, au niveau de la recherche, déjà identifier ça sera quoi les use cases, d'identifier les partenaires industriels et aussi de dire quel sera le business case en fait de cette technologie pour pouvoir avoir accès à ce financement. Donc ça veut dire que c'est des recherches qui vont être très appliquées et puis c'est des professeurs, des laboratoires qui vont vouloir collaborer très étroitement. Donc ça, on a beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Et puis notamment une collaboration il y a je pense 10-15 ans avec Beyond Gravity qui a permis en fait après du laboratoire de composite, de process pour des composites avancés, qui avait une expertise pour faire les coques des bateaux. Et puis qui a pu mettre en fait cette expertise au profit de Beyond Gravity, qui a pu après produire les coiffes Ariane 6 en un bloc, et c'est des coiffes quand même de 20 mètres de long, donc c'est aussi en fait ce transfert d'un domaine à un autre. Et donc je pense que je finirai aussi par ça en disant que on a beaucoup de laboratoires, notamment à Neuchâtel, mais aussi sur le campus, qui ont beaucoup travaillé sur des industries de microtechnologie, l'industrie horlogère, qui ont cette maîtrise de ces technologies et puis qui peuvent après aussi switcher sur un autre domaine et puis apporter ça aussi, ces compétences pour le spatial. Merci. Tout ça en Suisse, c'est pas fait tout seul, évidemment. Il y a une entité derrière. Cette entité. Alors vous savez qu'en Suisse, on n'a pas d'agence spatiale suisse. On a autre chose. Et ça s'appelle comme ça. On a la division des affaires spatiales au sein du secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, qui dépend du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Alors pour faire court, on dit Swiss Space Office. Et puis tout le monde se comprend. Donc c'est le Swiss Space Office en Suisse qui a pour rôle de définir, de coordonner, de mettre en œuvre la politique spatiale suisse entre la recherche et l'industrie, aussi avec le financement. C'est aussi le Swiss Space Office qui représente la Suisse à l'ESA. Et jusqu'à hier, vous avez peut-être, ou pas, il n'y a pas eu beaucoup de presse là autour, mais le dernier conseil de l'ESA a été présidé par le directeur du Swiss Space Office, Renato Krpun, qui était donc Monsieur Espace Europe, si je peux dire. C'était la personne la plus importante dans le spatial en Europe, c'était lui, jusqu'à hier, puisqu'il remet son mandat de 3 ans. Alors, c'est pas lui qui est là aujourd'hui, mais c'est une de ses collaboratrices, Aurélie Pezou, conseillère scientifique au Swiss Space Office, qui s'occupe notamment des processus d'évaluation technologique et des relations avec le monde de l'industrie. Et je me demandais, en quelques mots, comment cette idée de haute précision, de soutien à la haute précision, est inscrite ou pas dans les missions du Swiss Space Office, et le soutien, bien sûr, à ce domaine-là. Déjà, en effet, notre nom est un peu complexe. Donc, le Swiss Space Office, ça vient très bien. Le SSO aussi, on saura tout à fait que vous parlez de nous. Déjà, comme vous l'avez indiqué, on fait partie du secrétariat d'État formation, recherche et innovation. Donc, c'est déjà intégré dans notre mandat qu'on soutient l'innovation. Et l'innovation, comme les acteurs l'ont déjà annoncé, prend bien des formes en Suisse, y compris la précision. Il faut savoir que le budget annuel que le SSO transfère à l'ESA est d'environ 200 millions par an. Et ces 200 millions reviennent en Suisse, en fait, sous la forme de contrats, grâce au mécanisme du géoretour. Donc ça veut dire que pour
1 euro qu'on met à l'ESA, il y a 1 euro qui revient à l'industrie ou chez les partenaires académiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et c'est aussi important pour nous que ça revienne sous forme de développement technologique ou de développement de produits. C'est pour ça que, comme l'a indiqué Emmanuel, on insiste beaucoup sur le fait que les projets académiques doivent aussi inclure des partenaires industriels, parce que c'est aussi comme ça qu'on dynamise le tissu économique, l'innovation, et aussi le transfert d'innovation du monde académique vers le monde industriel. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important, parce que c'est aussi ce qui va après s'auto-alimenter en créant des partenariats aussi entre les industries. Et je pense donc la précision, c'est une chose. Alors en effet, on parle des coiffes. Les coiffes, elles font 20 mètres de haut, mais avec une précision incroyable. Je vous encourage à suivre aussi les développements d'APCO, qui ont vraiment aussi sur des missions scientifiques des activités spectaculaires. ClearSpace le mentionnait. Je veux dire, pour attraper un objet dans l'espace, il faut voir que tous ces objets volent à une vitesse folle. C'est pas comme si on attrape notre verre sur la table, et le moindre déficit de précision, en fait, a un coût qui est, on manque sa cible. Quand on parle de précision, on peut aussi penser aux horloges atomiques. Aujourd'hui, les satellites Galileo embarquent des horloges atomiques suisses sans lesquelles la précision ne serait pas celle qu'elle est. Le système de navigation Galileo est aujourd'hui le plus précis au monde, plus précis que le GPS. On a l'habitude de dire qu'avec le GPS, on sait dans quelle rue on est. Avec Galileo, on sait sur quel trottoir on est. C'est comme si ici, en fait, on saurait exactement devant quel stand on est en utilisant Galileo. Et ça, c'est grâce à de la technologie suisse. Donc la précision, c'est pas juste un nice to have. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin. On peut pas s'en passer, en fait. On peut pas se passer de précision quand on parle de spatial. Est-ce qu'il y a un focus particulier sur la précision dans les missions que vous, enfin dans vos objectifs? Non, on le considère comme un tout, comme faisant partie d'un tout. Okay. Après, si on parle d'horloge atomique, oui. Si on parle d'autres développements, si on parle par exemple aussi de la mission LISA, qui est une des grandes missions pour laquelle la Suisse contribue, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne. Là, on parle de précision inférieure au micron pour capter les ondes. Donc, je pense que c'est quand même un sujet. C'est pas le sujet principal, mais c'est un des sujets primordiaux, je dirais. Merci. Et le dernier intervenant pour aujourd'hui, il est aussi dans le même domaine un petit peu que ClearSpace, puisqu'il s'intéresse aux objets qui sont là-haut. Il commence à y avoir un peu d'encombrement dans l'espace, des déchets, bien sûr, des satellites encore en activité, beaucoup. Si je prends un seul exemple, depuis le début de l'année, la constellation Starlink d'Elon Musk a lancé 1500 nouveaux satellites. Alors, ils ne sont pas très gros, ils sont gros comme, voilà, à peu près comme ça, hein, des grosses boîtes, mais quand même 1500, et qui portent à 10 000 à peu près la constellation actuelle uniquement de Starlink, et je ne vous parle pas des autres sociétés, et je déclare que je n'ai pas d'action chez SpaceX pour parler de Starlink plutôt qu'une autre. Mais tout ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde là-haut, il y a beaucoup d'objets là-haut, activés, désactivés, inactivés, des déchets, et puis qu'un des défis, c'est de les identifier, hein, de savoir qu'est-ce qui est quoi où, surtout en cas de collision, ou plutôt pour prévenir les collisions, hein, de savoir qui avertir s'il faut, si on peut, dévier la course d'un de ces objets. Et pour ça, il y a une nouvelle start-up qui a été créée en Suisse par Benjamin Guyot, ici avec nous, qui a donc imaginé une plateforme neutre, mondiale, unique, pour faire que tous les acteurs du spatial se parlent ou puissent identifier ou s'identifier mutuellement pour savoir comment, au mieux, si besoin, éviter notamment les collisions. Et voilà, on vous invitait, mais je me demandais, vous, qu'est-ce que ça veut dire la haute précision dans votre domaine ? Merci Olivier. On m'entend ? Oui. En fait, la précision, je l'ai comprise justement en m'intéressant au trafic spatial. Parce que comme vous l'avez décrit, Starlink a bien sûr lancé beaucoup de satellites, mais à titre de comparaison, il y a 15 ans, il y a environ 1000 satellites en orbite. Aujourd'hui, il y en a 15 000. Et en plus de ça, il y a les débris spatiaux qui s'élèvent à environ 1 million pour les débris de 1 cm, voire jusqu'à 130 millions pour les débris de 1 mm. Comme l'a dit Aurélie, en plus ces objets circulent à une vitesse vertigineuse, en orbite haute à plus de 3 km par seconde et en orbite basse à plus de 8 km par seconde, donc c'est plus rapide qu'une balle de fusil. Donc ça signifie que les opérateurs doivent compter avec ce trafic
d'objets opérationnels, non opérationnels, qui sont opérés par différents acteurs publics ou privés, qui sont parfois militaires, qui sont parfois civils. Ça intéresse les opérateurs satellites, mais également les fournisseurs de services en orbite, comme ce que développe ClearSpace. ClearSpace devra savoir exactement où se trouve l'objet qu'ils iront chercher. Ça intéresse bien sûr aussi les fournisseurs de services de lancement qui doivent aller placer des satellites en orbite, mais parfois aussi avoir des missions qui vont au-delà de l'orbite terrestre pour aller sur des missions sur Jupiter ou autres, qui relèvent de la pure précision, puisque c'est un vrai jeu de billard à 4 bandes pour envoyer, par exemple, la mission JUICE, qui est de l'ESA, qui partait en direction des lunes de Jupiter. Le lanceur Ariane 5 faisait un tour de la Terre, un tour de Mercure, un tour de Vénus, un tour de la Terre, à nouveau un tour de Mars, pour après aller enfin vers Jupiter, pour profiter de l'attraction de ces différentes planètes. Donc on comprend qu'il y a des fenêtres de lancement, et surtout il faut avoir une image précise de la situation spatiale. Cette image, elle est importante pour les forces armées, mais aussi bien sûr pour les opérateurs. Avoir une image précise, c'est important parce que certains opérateurs ne savent pas exactement où est leur objet. D'autres le savent parfaitement, mais pour d'autres, ça peut être à 4-5 km plus loin. Et donc, quand vous devez gérer un risque de collision ou un trafic sans savoir exactement où est l'objet, la précision est bien sûr impérative. Cette précision, elle dépend des outils que vous avez à disposition. Il y a des acteurs nationaux, privés, publics, qui suivent les objets avec du matériel au sol ou dans l'espace. On peut avoir déjà une image précise avec des télescopes disponibles dans le commerce si on a une bonne expertise qui accompagne ces télescopes. Et après, il s'agit aussi de faire une analyse qui relève de la technique, de la méthode, mais à nouveau de la précision pour correctement définir la trajectoire et la position des objets 2, 3, 4 heures, 2 jours plus tard. Mais cette précision aujourd'hui, elle est tellement précieuse que la plupart des acteurs ne veulent pas les partager. À titre d'exemple, aujourd'hui, les débris dont j'ai parlé, bon, ça paraît beaucoup, mais finalement par rapport à la dimension de l'espace, c'est pas si énorme que ça. C'est leur vitesse qui pose problème, mais aussi leur caractérisation, à savoir où est-ce qu'ils sont, quel est leur espace, quelle est leur dimension et à quelle vitesse est-ce qu'ils circulent exactement. Et si certains peuvent les suivre, ils ne veulent pas dévoiler toute leur capacité à les suivre parce que ce serait dévoiler leurs moyens. Et donc les données sur ces objets sont gardées assez précieusement. Certains, comme des astronomes, sont capables de caractériser, de suivre les objets assez bien. On a un véritable héritage en matière d'astronomie en Suisse, puisqu'on a quand même 2 prix Nobel qui ont découvert et qui ont suivi les premières exoplanètes. Donc on a cette capacité qu'il faut appliquer et qu'on peut mettre à disposition. Donc la précision, comme l'ont expliqué mes collègues, elle est centrale. Et vous me disiez aussi en préparant ce débat que la haute précision dans la caractérisation de l'objet dans l'espace jouait un rôle aussi dans tout ce qui concerne la régulation de cet objet en termes de contrat, etc. Oui. Dans l'espace. Alors c'est vrai que moi, je suis le juriste parmi ces scientifiques, donc j'ai une autre approche. Et c'est vrai que j'ai avant passé pas mal d'années à l'Agence spatiale européenne. Et il est clair que la précision, donc la capacité à réaliser un objectif précis dans le cadre des activités, qualifie le contrat, qualifie la prestation, qualifie l'engagement. Et dans le spatial aujourd'hui, on reste, d'une manière générale, engagé à faire les meilleurs efforts, sans garantir le résultat de l'activité. Donc la capacité à être précis amène un avantage concurrentiel, amène une capacité à justement garantir le résultat, qui, pas encore, mais qui est déjà envisagé comme un avantage concurrentiel à terme. Merci, voilà pour le tour de table, un peu long, mais vous avez une vision complète de tous les acteurs ici présents. On va chapitrer maintenant un petit peu la discussion et j'aimerais revenir sur le titre finalement de cette table ronde. Les forces d'un écosystème d'innovation en Suisse au service des marchés de demain, mais en Suisse. Bon, vous avez peut-être vu récemment qu'il y a une grande entreprise qui s'appelle Axiom qui va construire une station spatiale privée, qui construit déjà qui fabrique, si on peut dire, les scaphandres des futures missions américaines, qui a des missions privées d'astronautes à travers les vols SpaceX, qui vient s'installer à Lucerne, qui vient d'annoncer ça il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Une autre entreprise qui s'appelle Starlab veut aussi construire une station spatiale privée. En fait, on voit que le spatial suisse attire ces grandes entreprises-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui attire finalement une société comme Axiom
de venir à Lucerne, en Suisse, pour gérer ses activités en Europe depuis là. Je ne sais pas qui veut prendre Emmanuel, peut-être vous allez... Oui, effectivement, la Suisse reste un pôle attractif pour le spatial. Je pense que déjà une des premières raisons, c'est que c'est un pays d'innovation et toutes les revues, on va dire économiques et scientifiques, vont mettre ce côté en avant, et c'est aussi grâce au rayonnement des écoles polytechniques comme le TH et le PFL, dont je fais partie. J'en suis fière. Et donc, ce qui va aussi effectivement attirer ces acteurs. Après, effectivement, ça va être des conditions économiques qui vont être favorables. Je pense que il y a tout un domaine. Là, peut-être que Benjamin sera mieux éclairé, mais sur les systèmes de taxation des entreprises qui sont peut-être plus favorables que dans certains de nos pays voisins. Et puis enfin, c'est aussi les compétences spécifiques du spatial. Donc Lucerne, c'est vrai que c'est assez particulier parce que là, il y a aussi un centre de contrôle des missions biologiques sur l'ISS, le Biotesc, qui est un des centres en fait européens pour guider ces expériences en fait sur l'ISS. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en contact de manière régulière avec les astronautes qui font les expériences sur l'ISS. Donc c'est certaines compétences assez particulières, assez précises, qui sont disponibles là. Et donc on va dire effectivement des compétences niches et qui vont attirer en fait ces entreprises, ce mix de ce qui est là et depuis longtemps. Donc le Biotesc, et ça fait presque les années 70, je crois que le groupe il avait été créé. Et puis en fait l'accès aussi au talent, et puis enfin le dernier point c'est aussi des financements et accès à des fonds, pas tous pour le spatial, mais qui en fait de plus en plus investissent effectivement dans le spatial. Et je voudrais compléter, la Suisse est le 7e contributeur à l'Agence spatiale européenne, donc ce n'est pas un petit pays, ce n'est pas un grand pays comme on peut imaginer quand on parle de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France ou des UK, mais c'est pas un petit pays en termes de contribution, et c'est le 7e pays contributeur depuis déjà plusieurs décennies. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie volonté aussi de la part de la Suisse d'investir dans le spatial et d'innover dans ce domaine-là. Et Lucerne, comme le disait Emmanuel, c'est en effet un centre avec des compétences très uniques qui sont reconnues pas seulement au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Donc si une entreprise comme Axiom choisit de s'installer à Lucerne, c'est pas par hasard, en effet, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose aussi d'unique dans cet écosystème. Alors, je vous donne la parole tout de suite, je vais répondre là-dessus. Oui, on est 7e contributeur à l'ESA, mais on reste un petit pays, un pays de niche, quelque part dans le spatial. On n'a pas d'agence spatiale européenne, suisse, dans l'agence spatiale européenne. Je me demande à quel point on était autonome finalement, ou indépendant, ou est-ce qu'on est finalement, sans caricaturer, mais une sorte de sous-traitant super qualifié pour le reste du marché spatial européen. And I would like to hear you about this as well, Oliver. Yeah, that's a very good question. I think Switzerland should not try to be self-sustained in space. That's just from a scale perspective not right. But we should try to be in the positions where it matters and do this really well. So that's a very nice example of a typical Swiss positioning. It's the heart of the instrument. Without this, it doesn't work. But it's not the full instrument. It's not the prime. It's not the full satellite. And I think this is where we need to play. We should try to be, also from now working for a state-owned company, we try to position ourselves where it geopolitically matters. We want to be present where we make a difference. So when you look at Artemis, we built the mechanism that rotates the life-supporting energy system. Must not fail, but we were there. But with a tiny bit of the whole mission, but a very important bit. And I think this is key here. I still have one point I wanted to add, which is maybe a contrarian view on why does a company like Axiom come to Switzerland. It's not only institutions and labor market. I think there's one more thing, which is a bit strange. It's the strong Swiss franc. Because the strong Swiss franc forces us to be innovative. Otherwise, we can't survive. Because anything that is not totally top edge moves out of the country immediately. And by having now a situation which in this ecosystem, in this economic environment, that sparks an ecosystem like we have,
brings then companies like, now the microphone is, no, this is gone, brings companies like Axiom to Switzerland, at least in my view. Alors Jacques et Benjamin. Ouais, j'ai peut-être une question pour Aurélie. Je me demandais si la loi spatiale suisse pouvait aussi jouer un rôle. Alors peut-être en 2 mots, la loi spatiale qui va arriver, on est en train de l'écrire. Oui, donc en effet, il y a une loi spatiale qui est en préparation, qui a déjà passé un certain nombre d'étapes au niveau fédéral et qui est en cours de finition. Donc l'idée, c'est d'avoir une loi qui permette aux acteurs économiques suisses d'enregistrer leurs objets volants, merci, leurs objets volants et ainsi aussi de pouvoir s'assurer contre des dommages éventuels. Donc l'idée de la loi n'est pas d'être trop contraignante, mais au contraire d'être vue comme un mécanisme de protection et donc d'accès à un certain nombre d'assurances. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir attirer des entreprises sur cette base-là. C'est aussi pour ça que les entreprises suisses ont été invitées à commenter et à donner leur feedback sur ces sujets. Et en fait, il y avait même eu une consultation publique auquel toute personne pouvait aussi donner son avis, positif, négatif, neutre, à améliorer, etc. Donc oui, tout à fait, c'est l'objectif. L'objectif du SSO dans toutes ces actions, c'est plutôt de faciliter la vie des entreprises et de faciliter l'innovation plutôt que de la contraindre et de la restreindre. Benjamin ? Oui, alors d'abord, en tant que juriste suisse de l'espace, on est ravis d'avoir arrivé cette loi spatiale. On l'a attendu, mais c'est vrai qu'on n'est pas d'une culture qui régule tout de suite. Il y avait déjà une convention, il y a déjà une convention, un traité sur l'espace de 67, une convention sur la responsabilité de 1972. Mais la loi est vraiment très intéressante. Mais alors, il n'y a pas dans cette loi d'incentives fiscaux pour pousser les entreprises à se baser en Suisse plutôt qu'ailleurs. Ce qui existe aux États-Unis, ce qu'essaie de faire le Luxembourg également. Néanmoins, il y a effectivement un environnement très favorable. Et ce que je voulais ajouter, c'est que peut-être qu'aussi la stabilité suisse et l'ordre juridique suisse sont intéressants. Pourquoi ? Parce que le spatial est par définition dual. Et donc, une entreprise qui fera du spatial dans un pays va quand même intéresser les militaires. Et donc, une entreprise spatiale étrangère qui a une technologie de pointe sera où on pourra imaginer que cette technologie pourra être scrutée ou pourra être utilisée par les militaires du pays en question. Donc, le fait que la Suisse soit neutre, non alignée, joue aussi en sa faveur pour qu'une entreprise du spatial, qui plus est américaine, puisse s'adresser au marché européen d'une manière générale et puisse bénéficier en plus de la main-d'œuvre qualifiée, comme l'a dit Emmanuel, des EPF, mais aussi des HES qui vraiment alimentent aussi ces entreprises du spatial. Le temps passant vite, j'aimerais passer à un deuxième chapitre, c'est celui de l'évolution de ce marché de l'innovation spatiale en Suisse. On sait que, vous l'avez dit, Jacques Viertel, l'innovation brute prend du temps, coûte de l'argent. C'est un modèle. Il y a aussi un autre modèle qui est celui de SpaceX, quick and dirty. On essaye, ça crache, on recommence et on améliore. Finalement, pour avancer vite et bien et se positionner, qu'est-ce qu'il faut au mieux ? Il faut de l'innovation et il faut des, comme on dit, des coronas. Il faut aimer le risque. Et ça vient seulement si on a les capacités à gérer ce risque d'un point de vue financier et puis d'un point de vue aussi d'avoir les bons partenaires avec qui avancer. Et c'est pour ça que la Suisse est un milieu merveilleux parce qu'en fait, on est tous complémentaires. Donc, moi, je peux me tourner vers les PFL, je peux me tourner vers une autre école pour aller chercher de la technologie innovante pour justement avoir la pièce. Ensuite, j'intègre ça dans mon cycle de développement. Et puis, alors, le quick and dirty de Elon Musk, c'est vrai, mais c'est aussi une méthodologie très pratique, c'est d'apprendre rapidement de ses échecs, parce qu'au moins, on est sûr de qu'est-ce qu'il faut modifier. Et si du premier coup, on envoie quelque chose et que ça fonctionne, on n'est pas sûr que la prochaine fois, ça va fonctionner. Donc, en fait, c'est bien aussi d'apprendre de ses erreurs. Mais oui, ça fait partie. L'innovation est importante, des bons partenaires qui ont de l'héritage, et puis, il faut aussi avoir des moyens. Oui, si vous me permettez, je pense que tu as soulevé un point très intéressant. Il faut distinguer entre les processus de développement et le résultat final. Certes, SpaceX utilise cette terminologie de quick and dirt, mais ça c'est pour concevoir rapidement en utilisant une méthodologie agile. Mais ça ne veut pas dire que le résultat final, le produit final, c'est pas un produit de haute technicité et de haute performance. Aujourd'hui, Starlink, c'est un produit, un système, on va dire, très performant.
qui coûte pas cher. Si on regarde les prix par kilo du satellite Starlink, on est dans l'ordre des grandeurs de $1000 le kilo. Et quand on compare avec des satellites institutionnels, c'est plutôt entre 50 et 100 fois plus que les prix d'un satellite Starlink. Par contre, ça qu'on n'entend pas très souvent dans la média, c'est que les investissements nécessaires pour arriver à ce prix par kilo de Starlink sont entre 9 et 15 milliards de dollars. Du coup, je pense que c'était important de souligner ce point. On va parler finance juste après, c'est d'accord, mais I would like to hear from you, Oliver, as well, on this idea of innovation, quick and dirty to move or be very smooth, patient, incremental and check every detail, which is in a way the way Switzerland works. Yeah. Just one remark about SpaceX first. I'm very careful with quick and dirty about SpaceX because what we notice is normally, let's put Starship aside for a second because it's just physically so difficult. But once their launchers stop exploding, they stop exploding forever. So SpaceX flew 165 times last year on Falcon 9, and the booster with the highest reusability was 35 times. And they had 100% mission success. So their position is not only like in the final product, their position is in how they do it. They have an incredible process capability. They make a mistake once, they learn from it, they fix it, they don't do it again. And this is what I find absolutely fascinating about that company, apart from getting a supply chain like this up and running and all the magic and pushing the physical limits. But this, I think, is underrated. This process capability, and what we also learned is precision is not only is not only the outcome of your product at the end. It's the precision of the rigor of your root cause analysis. If something goes wrong, do you really understand what happened and why? And do you really understand what you need to do to fix it? And this is the art, because you have something flying at 9,000 kilometers per second, and you have a malfunction, or anomaly as we call it, and you want to find out why. It's a bit hard from Earth. And that's one of the key elements of what I would call precision. Don't give up until you have really understood your root cause. And that's something that is a general learning, I think, for all as we are in this industry. There's also a part of risk-taking in that. And I was wondering, is this risk-taking, does it have a place in Switzerland science and technology landscape as we know it? I mean, if you stretch the limits of what can be physically done and you want to really test it out if it works or not, that's taking a controlled risk. And I think we need to distinguish between just doing something and see if it works or not and just blow it up. Or say, okay, with this experiment now, we want to find out exactly if this valve, this compressor, whatever it is, works or doesn't work. And if you take the latter approach, and I think this is what SpaceX does, they know exactly what could go wrong on a mission, and then they test it out. And then they go further and further. So what we put in a TVAC, in a thermal vacuum chamber to find out, they put in space, which is a big TVAC, so to say. It's a different approach. I mean, they're playing a multi-billion-dollar game. We are a $400 million revenue company. We can't take risks on that scale. So we have to be a bit more careful. And the other thing is, you can only take as much risk as your customer is willing to take. So we are a component supplier or subsystem supplier. If my customer tells me, no, I want to have something that has worked. I want to have something that's been in space 100 times already. Don't want to take any risk here. That's what we then do. And this is one of the reasons for SpaceX to vertically integrate, because then they can control the whole chain, and then they can make this call to say, okay, that's good enough, it will fly. They make their own judgment. And here we have learned to take, like, say, higher risk, reduce the amount of testing we do, use different components, use different materials, but we do this very carefully, step by step over time, very gradually, not like revolutionary jumping just from here to here and see what happens. If we put something in space and the satellite doesn't work, this will come back to us. Or if the payload fairing is not working, great to have a new process. But if you then destroy a James Webb telescope for $2 billion, that doesn't have a business case. So, got to be careful. Aurélie? Oui, merci.
Je voudrais juste réagir à ce que Oliver disait quand on lui demande est-ce que ça a déjà volé 100 fois. Non, on va discuter avec le SSO, savoir s'il y a un véhicule à l'ESA qui nous permettrait de le tester ou de financer plus avant des développements. C'est aussi là qu'intervient le SSO. Il y a une idée de produit qui pourrait après avoir un business case parce qu'il pourrait voler 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Le rôle du SSO, c'est aussi d'échanger avec les industries et je pense qu'ils pourront tous témoigner qu'on est relativement disponible pour des discussions sur les projets et les programmes. Et nous, on essaye de trouver le meilleur véhicule existant à l'ESA pour soutenir ces demandes d'innovation. Il n'y a pas un success rate de 100%, mais on essaye aussi de trouver le meilleur véhicule et aussi avec des mécanismes plus nouveaux pour l'Agence spatiale européenne, comme des cooperative agreements qui peuvent être mis en place, où c'est vraiment l'industriel qui définit les specs de ce qu'il veut faire avec le soutien des experts de l'ESA et où les spécifications ne sont pas nécessairement décidées par l'ESA et imposées aux industriels. Ce qui est quand même aussi assez nouveau et qui va pas totalement dans le sens du quick and dirty, mais qui n'est pas toujours souhaitable ni nécessaire, mais pour autant accélérer un peu le processus. Le temps passe vraiment très vite. J'aimerais aborder un aspect crucial quand même, c'est l'argent. Dans tout ça, on l'a vu, effectivement, SpaceX a de l'argent pour faire cette méthode quick and dirty du début à la fin. Si on continue sur SpaceX, vous avez certainement vu ou entendu parler de la levée de fonds qu'ils ont fait il y a une dizaine de jours. On voit que l'argent, quelque part, va aux États-Unis, vers eux. On peut se poser la question de savoir en Europe, en Suisse, mais en Europe, puisqu'il faut voir le continent spatial, quel rôle pour qui en termes de financement? Jacques, en préparant la table ronde, vous me disiez il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de gens avec les épaules assez solides pour défendre des projets comme le vôtre, par exemple. Alors, à qui quelle responsabilité ici en termes de financement, d'aide au développement technologique? Ouais, à la nôtre. Je veux dire, il y a un marché gigantesque, plusieurs milliards de dollars qui nous attend. Je crois que c'est aux entreprises d'aller chercher les financements. La Suisse est parfaite pour tout ce qui est base TRL, base technologie, pour mettre en place une techno, pour la débunker, pour s'assurer que ça fonctionne, les proof of concept. On a aussi des financements pour un peu augmenter la maturité des technologies. Tout ça, c'est fantastique. On a des outils en Suisse qui sont formidables. Et ensuite, il y a un trou. Il y a un immense trou entre le moment où on a cette idée, on veut l'industrialiser, on veut la mettre sur le marché. C'est sûr qu'à notre échelle, ClearSpace, on doit produire des Turing. On est le Turing Club suisse. Donc on doit produire des satellites qui sont capables d'aller faire du service en orbite. C'est des millions. Donc il faut venir avec une force de frappe gigantesque. Et pour l'instant, ces capitaux ne sont pas disponibles ou on ne les trouve que très difficilement en Suisse. On est obligé d'aller voir ailleurs. Donc la responsabilité, c'est un modèle d'État. Je veux dire, on est un pays libéral. C'est à chacun sa responsabilité. Et on doit être entreprenant. Maintenant, est-ce qu'on veut aider un peu plus l'industrie? Pourquoi pas? Oui. Alors, Benjamin, Emmanuel, et après peut-être Aurélie. Non, juste quelques mots. Oui, alors d'abord, j'abonde sur ce qui a été dit. Il y a bien sûr une différence de mentalité entre l'Europe, la Suisse et les États-Unis, une volonté de prendre du risque aux États-Unis, moins en Europe, puis bien sûr aussi un marché fragmenté en Europe. C'est un problème. C'est vrai que les milliardaires européens investissent plus dans des musées d'art moderne qu'aux États-Unis, où ils créent des entreprises dans le spatial. Néanmoins, on pourrait quand même attendre des politiques européens d'avoir une vision de développement de l'économie dans le spatial dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le problème du spatial, c'est qu'il y a une temporalité extrêmement importante. On investit, on construit pour une mission qui va peut-être se réaliser dans 15 ans. Les ingénieurs et scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont parfois 2 missions dans toute leur vie. Donc il faut qu'on puisse avoir cet objectif de croissance et de développement en orbite. Et ça, il faut que le politique puisse définir cela. Cependant, c'est quand même très exotiques, ça reste de la science-fiction et serait peut-être des plans de développement qui seraient difficiles à comprendre pour les électeurs. Mais on pourrait avoir un incentive, même sans argent, au moins avoir une direction, savoir où aller, quoi développer pour répondre aux challenges de demain. Emmanuel et après Oliver. Oui, alors je pense que ce qui est assez particulier en Suisse par rapport à nos pays voisins européens, c'est que c'est vrai que parfois le soutien financier de l'État il peut être limité,
Mais toutefois, ça pousse les entreprises à être vraiment en fait guidées par le marché. Et puis moi, je vois en fait les exemples des startups qui sortent de l'EPFL. Je parlais de DeFi, mais vous parliez aussi de PaveSpace. Donc c'est des entreprises qui ont aussi déjà des commandes, et notamment DeFi Space. Et ça a été créé il y a 2 ans. Ils sont déjà allés leur première mission dans l'espace. Et puis c'était des clients qui payaient dès la première mission. Donc je pense que d'un côté, effectivement, il y a toute une partie de clients qui sont encore très traditionnels et qui ont besoin d'avoir des technologies qui sont très safe, les clients institutionnels, mais il y a quand même aussi une partie du marché qui s'ouvre et qui sera ouvert à prendre plus de risques. Deuxième chose aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger parfois l'avantage compétitif que peut avoir une entreprise. Et là, l'exemple de Swiss212 est un exemple qui est frappant. C'est aussi une spin-off de l'EPFL. Ils avaient une technologie d'impression 3D pour des antennes, pour la télécommunication. Ils ont aujourd'hui plus de 400 brevets. Donc ça veut dire que c'est un avantage compétitif non négligeable. Ils ont réussi à réduire la taille des antennes et ils avaient donc vendu ces sous-systèmes à leurs clients qui font les satellites. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'était eux qui avaient le bénéfice de leur technologie. Donc maintenant, ils proposent aussi le satellite. Et ils ont un carnet de commandes et ils doivent déjà livrer, je crois, entre 6 et 8 satellites. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi dès le début à avoir des clients qui commandent leurs satellites. Après, c'est vrai que je rejoins aussi ce que dit Jacques, c'est important de pouvoir avoir plus d'investissements. Donc je pense que du côté privé, les acteurs, les investisseurs plus traditionnels, ils apprennent ce que c'est le spatial, ils se forment aussi aux technologies et puis donc ils sont peut-être plus ouverts à prendre des risques parce que c'est vrai que le retour sur investissement, il va pas venir entre 4 et 5 ans comme on peut avoir sur des entreprises plus tech, software. Et puis enfin, je rejoindrai, il y a certaines personnes qui prônent, ça serait intéressant d'avoir un fonds souverain suisse pour pouvoir aussi, on va dire, investir dans le spatial. Et puis après, ce retour sur investissement, il va venir sur un plus long terme. Et puis ça bénéficiera aussi à l'évolution du spatial en Suisse. Oliver, et après je passe aux questions du public. Yes. Yeah, thank you. Just one thought. Capital follows markets. Capital follows revenues. Now, when you look at the global government spending, that's about a little bit north of 100 billion a year, get different estimates. 2/3 of this is the United States of America. So they have a huge home market. Now take another number. Space is becoming indispensable for defense applications, so you can't strike deep in adversary territory without a satellite link, as we've seen in Ukraine and Russia. Now you have the US putting Golden Dome up for north of $1 trillion. So some crazy numbers. And we make about close to 50% of revenue comes from the United States. And when I talk to the American primes, for them it's less about price, it's about speed. They say we got to be in space and here's our launch date. And if you can deliver fast, if you can make the date, you can have the business. It's not that they completely don't care about money, but it's all about speed. It's all about capability. And they have this huge home market. And as long as we don't have a real home market here, there won't be big investments and no big capital injections. So it's not about the legal frameworks. It's put the money behind the words. And if we want to have a high level of sovereignty in Europe and less dependency on other countries like the United States, then we need to put money behind that, and then the technology will follow. I mean, this show just alone shows that we could do a lot here. It's not that we don't have the capabilities, we just don't have the home market. Merci. Voilà le temps. Oui, pardon, Aurélie. Ouais. Non, je voudrais juste commenter. En effet, il y a des entreprises, comme le disait Emmanuel, Swiss212, qui ont fait plusieurs rounds de levée de fonds et qui sont exclusivement européennes et à très grande majorité suisse, parce qu'il y a un marché et que ce marché, c'est les télécoms. Et que le marché des télécoms aujourd'hui investit encore massivement de l'argent dans les télécommunications parce que nous tous sommes de plus en plus demandeurs de bandes passantes et de capacités. Donc oui, le tech push, c'est bien. Le market pull, c'est bien aussi. Voilà, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai encore plein, mais je vous laisse le temps et l'opportunité de les poser.
Oui. Bonjour, Salam Abid, je suis le CEO de Minisa. Nous sommes une start-up qui développe des semi-conducteurs pour justement le domaine spatial. Ma question, elle est un peu générale et puis spécifique à la fois. En termes généraux, pour vous, on parle souvent maintenant de souveraineté. Quelles seraient justement les technologies qui sont les plus touchées et auxquelles la Suisse pourrait apporter sa valeur ajoutée? Deuxième question plutôt spécifique. Il y a quelques années en arrière, on se rappelle tous, pendant le Covid, on a eu des pénuries dans les semi-conducteurs et puis il n'y avait plus aucune voiture qui se développait. Bon, pour l'instant, on n'a pas le Covid, mais il y a des tensions géopolitiques qui peuvent refaire le même phénomène. Étant donné que nous, on se spécialise dans les semi-conducteurs, j'entends très bien l'argument d'Oliver sur l'innovation, tout ce qui marche et tout. Est-ce qu'il y a un aspect entre deux? Donc, je dirais pas complètement innovant pour éviter, just to avoid to go for something which is completely, totally new, to have 100% risk. And let's say something which is between both, safety and innovation. Just with the storytelling, we had before one contact from SpaceX before some years ago. They claimed why one of our automotive chip was not working in their satellite, but I think that's also can be one good opportunity, and I can imagine beyond also making some approach. Merci. Merci. Donc, deuxième question, peut-être, est-ce qu'il y a la place pour en fait l'amélioration, l'optimisation plutôt que l'innovation, et quel marché pour ça? Mm-hmm. I think you have a very good point. So one observation is, on one hand side, we say we want to have sovereignty and we want to have our own industrial footprint, etc. And then we buy from the cheapest source. And that's a contradiction. That's again, we need to put the money behind the intention. And I think this is where the policymakers really come in, because if we say we want to have certain strategic capabilities in Europe, in Switzerland, we can debate what it's where, in friendly countries, then we need to make sure we protect those markets that this can happen. Otherwise, it will not happen, because if you're out in the open and you just compete for the best price for whatever you do, you can't afford to take a sovereignty or supply chain robustness consideration. It will just kill you. Commercially, it will kill you. If it's 10% more expensive, you're gone. And this is, I think, where politics comes in, where we need to think and where we may need to change a bit. So our direct wealth may go down a little bit, but we will be more resilient. And that's something where the public, I think, struggles to understand the value of being resilient as a society. And I'm not talking only Switzerland. I think that's a general European problem. And I know that was not exactly the answer to your question, but I hope it was close to it. Non, je voudrais juste aussi répondre que au niveau de l'Agence spatiale européenne, il y a aussi des actions et des work plans qui sont faits pour réindustrialiser et rendre l'Europe aussi, ses États membres plus résilientes, avec notamment des fabs en Europe qui puissent produire les chips pour le spatial, mais pas seulement. Aussi développer des procédés qu'on aujourd'hui on ne trouve plus en Europe. Comment est-ce qu'on fait pour les réintégrer sur des composants aussi critiques pour les lanceurs? Enfin, il y a quand même toute cette conscience qui existe aussi au niveau de l'Agence spatiale européenne et pour lesquelles tous les pays contribuent aussi à être plus résilients, et la Suisse en tant que pays participant et comme partenaire de confiance aussi au niveau de l'Europe participe et bénéficie en fait aussi. Un aspect, je vous passe la parole tout de suite, un aspect qui n'a pas été mentionné dans tout ça, c'est l'aspect géopolitique évidemment, et l'idée de dual use. Donc toutes ces technologies, bien sûr, peuvent être utilisées aussi et financées par la même occasion par le secteur militaire. Alors, depuis quelques années, maintenant avec les guerres qu'on connaît, est-ce que ça a un rôle, lequel, vous parlez de repositionnement de l'Europe, est-ce que le secteur militaire là joue un rôle important dans ce domaine-là? Alors, je pense que ce sera un secret pour personne ici. Tout le monde connaît bien InnoSuisse. InnoSuisse a lancé, à partir du 1er juillet, un appel à projet en collaboration avec Arma Suisse sur des domaines, dont notamment un domaine clé qui est le PNT, Positioning, Navigation and Timing. Il y a trois thématiques.
Donc clairement, l'innovation et les technologies dual use font équipe aussi pour développer des compétences, soutenir les entreprises. On le voit ici au niveau local, mais on le voit aussi dans tous les autres pays et en Europe en général. Ça me semble assez naturel finalement aussi dans les contextes géopolitiques. Mais avec des conditions particulières, par exemple sur les secrets de fabrication ou les technologies qu'il ne faut pas complètement dévoiler? Alors là, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas commenter. Ce serait à mes collègues du SECO de commenter cet aspect. Benjamin. Oui, sur un domaine où les États cherchent à être plus souverains, il y a notamment la donnée, la donnée spatiale, que ce soit la situation, mais aussi les données de la Terre prises depuis l'espace. On se rend compte que la donnée est essentielle pour avoir la souveraineté. Le spatial est un domaine qui est aussi surtout dominé par le hardware, comme l'automobile, et ils se rendent compte maintenant, un peu plus tard, de l'intérêt de la donnée. Donc ça, c'est un secteur qui est intéressant. Après, je suis d'accord, bien sûr, le secteur militaire permet de développer davantage. On est aujourd'hui au courant, en tout cas dans le spatial, de l'augmentation du budget militaire allemand, notamment, qui permet de développer pas mal d'activités et de domaines dans le spatial en Allemagne. Comme ils n'ont pas assez pour se fournir en interne, finalement, il y a aussi de la place peut-être pour les étrangers pour jouer un rôle. Et c'est là où on voit que le géopolitique pourrait donner des opportunités à des entreprises suisses par rapport à des entreprises américaines. Moi, j'ai pas connaissance des pièces particulières. Peut-être que Beyond Gravity en a plus, mais je pense que c'est vraiment au cas par cas. Donc, j'ai peur qu'il faille aller parler directement et aller dans les salons pour avoir vraiment une idée de ce qui pourra faire la différence. Merci. D'autres questions dans la salle? J'aimerais revenir donc sur ce qu'on a dit avant, sur l'idée d'optimisation versus innovation pure, qui va de pair en Suisse, en tout cas il me semble, avec l'idée du Made in Switzerland, de qualité, etc. Et vous me disiez, Jacques, j'espère pas vous piéger avec cette question, mais qu'effectivement le Made in Switzerland dans le domaine du spatial s'étiole un peu. Ou est-ce qu'il a d'abord été vraiment déjà présent, ou est-ce que l'image d'une Suisse technologique de qualité, vraiment soucieuse de fournir la qualité, suffit ou plus du tout? Alors, il ne faudra jamais s'arrêter d'innover, mais effectivement, on a une patte made in Suisse dans le spatial européen. On est reconnu. Je pense que des APCO, des Beyond Gravity sont les ambassadeurs de cette marque suisse partout en Europe et dans le monde. Il ne faudra pas s'arrêter d'innover et garder cette compétitivité. Je crois qu'on est leader mondial en innovation, mais maintenant, il faut transformer cette innovation en des nouvelles applications. Parce qu'il y a cette part de gâteau, enfin, il y a ce gigantesque gâteau qu'il va falloir aller chercher. Il y aura toujours de la recherche scientifique. Il y aura toujours des projets institutionnels dans lesquels on pourra exceller. Il y aura d'autres acteurs, bien entendu. Mais on va transférer toute cette excellence dans un autre modèle économique et on y apportera notre savoir-faire et notre stempel Made in Suisse. D'autres questions parmi les personnes du public? Si ce n'est pas le cas, je vous propose... Ah, je voulais rajouter un point au sujet des Made in Suisse. L'illustrer peut-être avec un exemple. Chez APCO Technologies, on développe des moyens sols. Ça fait 35 ans qu'on développe des moyens sols. On a développé des moyens sols pour presque tous les missions NASA, pour certaines missions américaines, pour la NASA. Et on voit de plus en plus qu'il y a des nouveaux acteurs dans les marchés spatiaux européens qui évidemment sont moins chers à cause de la cherté des francs suisses, comme Olivier mentionnait avant. Et on était en Suisse, il faut faire face à cette problématique. Comment on peut rester compétitif? On était en Suisse avec cette cherté, cette force de travail qui est aussi plus chère. On essaye d'innover. On a des axes d'innovation pour essayer de rester compétitif dans ce marché, mais on a aussi les témoignages de notre clients qui nous disent certes, APCO, vous êtes un peu cher, mais quand on achète des machines ou des moyens sols de la concurrence dans des autres pays, il y a toujours des problèmes, la machine n'arrive pas à l'heure, au niveau de maintenance, il y a toujours une petite panne, la documentation n'est pas aussi propre que la vôtre, et finalement, all in all, c'est vrai que vos moyens sont quand même d'une qualité exceptionnelle, et c'est vrai que les Made in Switzerland, ça fait quand même les pressants. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de finir par un dernier tour de table rapide avec cette question. On est ici dans un salon d'échange où vous parlez, mais il y a certainement beaucoup de personnes qui cherchent des opportunités,
des nouveaux débouchés pour leurs entreprises, leurs sociétés, etc., des partenariats. Selon vous, rapidement, chacun de vous six, où sont les plus grandes, les plus belles opportunités dans le domaine du spatial suisse en termes d'innovation, de recherche, de développement technologique? Je ne sais pas, qui veut commencer? Je commence comme ça, j'ai l'exclusivité. Je pense qu'il y a deux choses qui me viendraient à l'esprit. Donc, un qui est très pragmatique, on a parlé du dual use. Le militaire, effectivement, la Suisse, elle a maintenant les forces armées suisses qui ont un domaine espace. Ils ont une doctrine militaire, un investissement de 850 millions de francs suisses pour se doter de capacités militaires, donc des infrastructures spatiales. C'est aussi pour la sécurité et puis pour prévenir les conflits et puis savoir ce qui se passe dans l'espace. Donc là, il y a des opportunités qui sont ici sur le sol suisse, donc d'arriver à se placer aussi sur ce marché. La deuxième opportunité, on a parlé d'Axiom Space, Starlab. Donc ça, c'est les stations spatiales qui ont en fait vont ouvrir des nouveaux marchés, notamment pour la recherche, mais aussi pour la fabrication dans l'espace. Donc ça veut dire quoi la fabrication dans l'espace? Ça veut dire que on va pas continuer à fabriquer sur Terre pour envoyer dans l'espace, mais on va avoir des bases lunaires avec des personnes qui seront sur place. On va aller chercher des matériaux aussi sur la Lune, donc il va falloir avoir ces machines-là. Il va falloir qu'elles soient dans l'espace et il va falloir qu'elles puissent fabriquer en fabrication additive, par exemple, soit dans les stations ou sur la Lune. Donc ça veut dire repenser, ok, moi aujourd'hui je sais faire une machine qui fait de la fabrication additive avec des matériaux de pointe, des alliages particuliers. Alors comment ça serait en microgravité, comment ça serait sur la Lune, et de penser en fait ces processus de fabrication dans l'espace pour ces futurs marchés. Donc ça, je pense que c'est vraiment un moment il faut s'y mettre maintenant pour garder une avance. Merci. Quelqu'un d'autre? Des opportunités. Alors, je peux parler plus concrètement pour APCO. Ici, dans cette salon, on est toujours intéressé pour des sociétés qui sont fortes maîtrise et expertise dans la fabrication des pièces mécaniques, l'usinage, traitement de surface, des coatings techniques. Vous avez toujours une place dans les panels des fournisseurs de chez APCO. Et comme opportunité plus globale, hors APCO, je dirais qu'aujourd'hui, les drivers de la croissance spatiale est handicapé, entre guillemets, par les coûts par kilo lancés à l'espace. Les sociétés, les acteurs qui promouvent des innovations pour réduire ce prix par kilo lancé dans l'espace auront toujours une place dans ce marché, auront toujours une opportunité. Tous les New Space aujourd'hui, il est basé sur l'accès à l'espace avec des coûts de lancement pas chers, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas encore présents dans les marchés. Du coup, je pense que c'est l'axe des croissances, développement et l'opportunité plus intéressante dans les marchés spatiaux. Alors, j'aurais une approche un peu différente, à nouveau, comme un juriste peut-être, mais la création de business model est toujours nécessaire aujourd'hui dans le spatial. Quand j'étais à l'ESA, on a demandé à Airbus, Thales et autres de développer un business model viable pour l'exploitation des lanceurs Ariane 5. Ils produisaient des lanceurs fantastiques, mais jamais ils n'ont pu nous faire un business model véritablement viable qui permettait d'exploiter Ariane 5 sans devoir soutenir la maintenance, avec un programme d'accompagnement. Donc, des économistes qui sont capables de développer un business model viable en dehors de la demande publique ou avec une demande publique maîtrisée, on va dire, définie par forfait, feront déjà la différence. Donc, et notamment pour la réduction des débris spatiaux, pour l'enlèvement des débris, on a besoin de créativité dans ce domaine-là. Moi, j'avais pas forcément l'intention d'intervenir, mais nous, au Swiss Space Office, on est vraiment sur une base de bottom-up. Donc, c'est vraiment aux entreprises d'identifier le marché potentiel et de venir vers nous avec des propositions que l'on peut soutenir ou pas. Et vu le nombre de demandes de rendez-vous que je reçois toutes les semaines, je pense que les entreprises en Suisse ont pas mal de capacités et d'envie d'innover. Elles ont des idées. Je me tourne vers les deux entreprises, si je peux dire. Where do you see the biggest opportunities in that sector? De notre côté, du côté ClearSpace, nous, les opportunités, elles sont sur les nouvelles technologies pour tout ce qui est lié au rendez-vous et les opérations de proximité dans l'espace. Donc, ce sont des senseurs, ça peut être des caméras,
des lidars, du radar, toutes ces technologies qu'on connaît pas encore parce qu'elles sont développées dans un coin de garage et puis qu'on aimerait bien voir apparaître parce que peut-être que pour nous elles apportent une véritable solution pratique. On a aussi bien entendu en fait de la robotique, donc tout ce qui est composantes associées à la robotique, les systèmes électromécaniques, des moteurs, des pièces usinées super précises, ce genre d'opportunités qu'on offre à ClearSpace ici à Renan. Merci Oliver. You have the last word. Which is, that's very kind. Which is your next partner in that room? Our strategy is to go from projects to products, to go to cadence, and we heard about falling launch costs, about huge constellations. So for us, the biggest opportunity for innovation is how can we automate? How can we get faster? How can we get the cost? We got the cost of an onboard computer down by factor 10. Going from traditional deep space, high-rel components to using standard off-the-shelf parts that we screen, and then the cost drops from, let's say, 10 million to $1 million. And that's what we do, and this is for us the biggest innovation going forward. Thank you very much. Voilà, c'est avec ces mots qu'on termine ce panel. Je vous remercie toutes et tous pour votre temps et votre savoir. Et je suis sûr que vous êtes à disposition de qui veut vous poser encore quelques questions. Merci à vous d'être venus nous écouter et bonne fin de journée.